la une de cette édition du journal, la RDC a signé 2 mémorandums d'entente avec le Kazakhstan ce mercredi. Félix Tshisekedi y séjourne dans le cadre d'une visite d'État avec une délégation gouvernementale composée notamment de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Mines. C'est un premier rapprochement de ce genre entre les deux pays. Et au Népal, le calme est revenu dans la capitale après 2 jours d'émeutes qui ont poussé à la démission le Premier ministre. Les manifestants dénonçaient la corruption, le népotisme de leurs dirigeants ainsi que les restrictions d'accès aux réseaux sociaux. Le mouvement qui s'était proclamé protestation de la génération Z a viré au drame lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu faisant au moins 19 morts et des centaines de blessés. Et en football, le sélectionneur congolais reste optimiste après la défaite de la RDC face au Sénégal. Sébastien Desabre a appelé les Congolais lors de la conférence de presse d'après-match à garder espoir et à y croire jusqu'au bout. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Félix Tshisekedi a été reçu ce mercredi au palais présidentiel d'Akorda, au cœur de la ville d'Astana, au Kazakhstan. Le président congolais effectue sa première visite d'État dans ce pays d'Asie centrale. 2 mémorandums d'entente ont été signés dans le domaine diplomatique ainsi que des mines. En marge de cette visite d'État, le président du conseil d'administration de la GECAMINE, Guy Robert Lukaman-Kunzi, a signé un accord de collaboration avec l'entreprise kazakh Eurasian Resources Group installée à Kolwezi en RDC. Un tel rapprochement est-il judicieux pour la RDC? On en parle dans ce commentaire. C'est le plus grand pays enclavé du monde et le 2e plus grand pays du monde, mais avec une faible densité de population. Le Kazakhstan est bordé au nord et à l'ouest par la Russie, à l'est par la Chine, au sud-est par le Kirghizistan, au sud par l'Ouzbékistan et au sud-ouest par le Turkménistan. Il a pour capitale Astana, alors que sa plus grande ville où se fait l'essentiel des activités culturelles et commerciales est Almaty. C'est un pays riche en minerais stratégiques et un grand producteur de pétrole, de gaz, d'uranium et de cuivre. Pour la première visite d'un chef d'État congolais au Kazakhstan, Félix Tshisekedi a été reçu au palais présidentiel d'Akorda, au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli sur le parvis du palace par son homologue kazakh Kassim Jomart Tokayev. Après la présentation des délégations respectives et la parade d'honneur, les 2 chefs d'État ont eu 2 importantes séances bilatérales en groupe restreint puis en délégation élargie qui leur ont permis de définir les domaines prioritaires de leur coopération. La coopération bilatérale va donc reposer essentiellement sur les ressources naturelles et les chaînes de valeurs industrielles, notamment l'agriculture, les infrastructures, le transport et la logistique, l'énergie, le climat ainsi que l'éducation. La RDC a besoin de marchés pour ses minéraux et produits agricoles. Or, le Kazakhstan est lui-même exportateur de ressources, pas un grand importateur. Avec 20 millions d'habitants, le Kazakhstan ne semble pas être un grand marché de consommation pour les produits congolais. Sur le plan de l'agriculture, le Kazakhstan est l'un des greniers à blé de l'ex-URSS, mais un pays enclavé sans accès à la mer. 2 aspects qui pourraient limiter la portée de cette nouvelle coopération bilatérale. Mais la RDC pourrait profiter de ce rapprochement avec le Kazakhstan pour renforcer sa visibilité diplomatique sur la scène asiatique et pour se donner une place dans les nouvelles alliances mondiales. En politique à présent, à Kinshasa, la vague d'adhésion à la charte rénovée de l'Union sacrée de la nation ne faiblit pas. Elle attire désormais des personnalités issues du monde politique, aussi bien du monde économique. Ce mardi, c'est Aimé Teza, homme d'affaires influent et président de la fondation qui porte son nom, qui a choisi de franchir le pas en signant son acte d'adhésion à la plateforme présidentielle. Convaincu par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Aimé Teza présente ses gestes comme un devoir patriotique. Originaire de la Grande Orientale, entrepreneur chevronné à la tête de plusieurs sociétés privées, il affirme vouloir contribuer à l'unité nationale et accompagner la dynamique de développement initiée par le président de la République.
Voilà, ça amour pour la mboka d'abord. Deuxièmement, pour la soutenir le chef de l'État. Par rapport à ma vision, c'est pour ça que je suis là. La cérémonie a pris des allures des mobilisations populaires. Une foule compacte des jeunes, des notables et des sympathisants a tenu à entourer cette adhésion, donnant à l'événement un cachet à la fois politique et citoyen. Pour Aimé Teza, la signature de la charte n'est pas qu'un simple symbole. C'est un véritable contrat moral d'accompagnement du chef de l'État dans la consolidation de la paix, de la démocratie et du progrès économique. Pour moi, Fati, les gens la idole, l'esprit. Parce que selon la politique de la village, tout le bagage le roi de la Simba Moulé, qui m'izamba, tout le bagage, banda tiru mba aussi. Langage wa tibo ya mutulanga. Mais n'a pas découvrir, bazalen le bazar fort pour la mabelle ambition parce que le nationaliste mogo azam, c'est Fati Beto, l'homme de vision. Donc il y a un attaqué patriote. Sans influencer, sans poster. Juste pour la politique, il y a des jeunes où on va s'imaginer à 100%, mais tout fait. Cette fois-ci, c'est facile. Et après, il y a eu la Avec cette nouvelle adhésion, l'Union sacrée continue d'élargir son assise et de fédérer autour de la vision du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi à un moment charnière où les pays s'apprêtent à relever d'importants défis politiques et sociaux. Et l'histoire retiendra que le 24 juin 2023, avant même d'être élu député national, Trésor Moutiki fut le premier jeune à mobiliser le Sud Kivu avec son meeting sur la grande place du 24. Dès lors, jusqu'à ce jour, Trésor Moutiki continue à prêcher l'unité et la cohésion sociale, toujours proche de sa population. Ses émoluments sont régulièrement envoyés en soutien aux forces loyalistes, au front et aux populations victimes des atrocités. L'unité et la cohésion sociale entre les communautés, il l'a toujours prêché, bien avant de devenir député national, élu de Mwenga dans le Sud Kivu, et même d'être compté parmi les membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Devoir de mémoire oblige, nous sommes là le 24 juin 2023, Trésor Moutiki Lutala, alors simplement PCA de la fondation qui porte son nom, avait électrisé des foules dans un meeting à la place de l'indépendance de Bukavu. Le philanthrope avait prêché la cohésion sociale, marquant ainsi l'histoire dans cette place mythique. La population mobilisée en grand nombre à l'écoute de la restitution de la campagne de plus de 3 ans qu'avait effectué Trésor Moutiki Lutala. Dans cette ambiance festive, accompagné des différentes autorités, Trésor Moutiki avait dans son speech, devant ces foules amassées, insisté une fois de plus sur la cohésion sociale entre les communautés du Sud Kivu pour développer la province. L'union fait la force, dit-il. Sous les ovations, Trésor Moutiki avait invité cette population à vulgariser ses messages, chacun dans son milieu respectif. Ça prouve la suffisance que la population a besoin d'être ensemble pour vivre ensemble. Donc la population a besoin d'être ensemble pour donner l'exemple de ceux qui les dirigent. Parce que nous, la population, nous avons besoin de cette cohésion, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de défendre notre pays. Aujourd'hui député national et membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, Trésor Moutiki demeure intact dans ses combats de l'unité nationale et la cohésion sociale en condamnant la guerre d'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23, en soutenant les forces loyalistes au front par les dons de tous ses émoluments. Trésor Moutiki Lutala, toujours dans la matérialisation de la vision éclairée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans la province du Lualaba, désormais, tout camion transportant plus de 20 tonnes n'a pas droit de traverser le centre-ville de Kolwezi. Une décision de la gouverneure de province Fifi Masuka est exprimée dans le communiqué signé conjointement entre le ministre provincial de l'Intérieur et son collègue de transport. Voilà pourquoi la Commission nationale de la prévention routière a procédé ce mercredi à l'implantation des panneaux de signalisation avant de mettre la main sur tout contrevenant.
Dans le souci de faire respecter les communiqués signés conjointement entre le ministre Lualabé de l'Intérieur et son collègue des Transports sous l'orientation du gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni, la Commission nationale de la prévention routière a procédé ce mercredi 10 septembre à l'implantation de panneaux indiquant les tonnages que la route peut supporter au centre-ville de Coluzi. Et pour rendre l'utile à l'agréable, les patrons de la sécurité au Lualaba et ministre intérimaire des Transports, Roike Mamayundi Philippe, qu'accompagnait le commandant de la police routière, sont descendus sur terrain, question de vulgariser davantage les communiqués visant à protéger la route. À quoi servira ce panneau? Olivier Yulungantanga, directeur provincial de la CNPR, répond. Nous avons reçu des instructions claires de l'autorité, au-delà du communiqué, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire connaissance du communiqué. Voilà pourquoi nous sommes passés à une autre phase d'implanter la signalisation routière. Les panneaux de signalisation, c'est le langage de la route. Et maintenant, la route vient de parler. Donc, il n'y aura plus d'esquisses. Nous serons derrière tous ceux-là qui vont chercher à enfreindre cette mesure et ils seront sanctionnés sévèrement conformément à la loi. En sa qualité du patron de la sécurité routière, Roike Mamayundi Philippe dit mettre tout en œuvre pour barrer route à tous ceux qui s'hasarderaient à se mettre sur la route avec plus de 20 tonnes. Maman gouverneur chaque interdire ma camion yote à plus de 20 tonnes pour circuler dans la ville. La gouverneure des provinces a interdit les camions de plus de 20 tonnes de circuler au centre-ville de Coluzi. Mais malheureusement, les miniers exagèrent. Ils font toujours du surplus. Pourtant, moi et mon collègue des transports avons signé un communiqué interdisant cette pratique. En ces jours, je mets en garde tous ceux qui font cela, qu'ils soient complices des agents de l'ordre, leur place sera la prison. Car nous avons obligation de protéger nos routes. Il s'est de signaler que bien avant cette descente, une importante réunion a eu lieu au ministère de l'Intérieur entre la CNPR, la PCR et la PNC. Il était question de mettre en œuvre toutes les stratégies pouvant juguler toute manœuvre visant à ne pas respecter cette mesure prise par l'autorité provinciale. Et dans une déclaration, la Fondation katangaise proteste et dénonce des mises en place qui prévaut à la direction provinciale de la DGI au Katanga. Cette structure sociale culturelle que regroupe les communautés issues des 4 provinces du Grand Katanga démembrées constate avec amertume les agissements graves posés par l'actuel directeur provincial et exige l'annulation immédiate de ces mises en place irrégulières. La Fondation katangaise, une structure socioculturelle regroupant les communautés des 4 provinces issues du Katanga démembrées, constate avec une grande amertume les agissements graves posés par l'actuel directeur provincial des impôts du Katanga, en l'occurrence M. Lami Lamiel. En effet, à peine nommé à la tête de la direction provinciale des impôts Katanga, en remplacement directeur Ntumba, qui a su diriger cette direction de maître à la grande satisfaction de tous, M. Lami Lamiel s'autorise à poser des actes qui énervent toute la procédure administrative. C'est ainsi qu'il s'est arrogé le pouvoir de mettre sur pied une mise en place irrégulière et opaque des agents sans consultation ni publication officielle à la DGI centrale et provinciale, d'exclure sans justification les anciens agents, laisser sans nouvelle affectation ni explication formelle, de remplacer systématiquement ces anciens agents par les proches du nouveau directeur, cousins, cousines, neveux, etc., qui l'a amené de Kinshasa, de réprimer toute réclamation interne en utilisant des propos désobligeants et méprisants, d'afficher constamment un comportement d'arrogance et de provocation, en se tapant sur la poitrine et déclarant qu'il jouit de la protection directe du ministre national des Finances et qu'il est intouchable par qui que ce soit. La Fondation katangaise considère que de tels agissements sont de nature d'attiser un sentiment d'humiliation, de frustration, d'exclusion et de marginalisation des origines, d'attiser un sentiment de menacer, je m'excuse, de menacer gravement la cohésion nationale et le vivre ensemble du peuple congolais, à porter atteinte à la paix sociale dans la province. La Fondation katangaise proteste et dénonce avec fermeté ces agissements discriminatoires et indignes d'un responsable de ce rang.
Et rentrée scolaire 2025-2026, la Fondation Calixte Mounana a remis des kits scolaires aux enfants vulnérables de la province du Haut-Katanga. Suivons la vision du chef de l'État en faveur de la gratuité de l'enseignement primaire. Plus les détails avec Jacob Simbi. La grande salle du bâtiment du 30 juin a refusé du monde. Les écrans d'Idéor ont résolu les problèmes. La salle est en ébullition. Vêtue en tenue officielle, l'ambassadrice universelle de la paix visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana est accueillie par les vulnérables. Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Calixte Mounana et plusieurs autres confessions religieuses, l'estrade est bien remplie des évêques, pasteurs et prêtres. Mais dans cette salle archicomble, ce sont les orphelins de guerre, les enfants des déplacés, ceux à rupture familiale, les non-accompagnés ainsi que les veuves. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a donné la gratuité de l'enseignement, mais Nathalie Aziza Mounana remet les kits scolaires pour animer l'action du champion de la masculinité positive, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son allocution, Nathalie Aziza Mounana a martelé la recherche de la paix et le renforcement du tissu social pour redonner le sourire et l'espoir à ses enfants, ainsi que tous ces vulnérables. À travers la distribution des kits scolaires aux enfants orphelins de guerre et aux enfants déplacés de guerre, la Fondation Calixte Mounana contribue au maintien de la paix et à l'épanouissement de ces enfants victimes de la guerre. Ces kits scolaires sont les symboles de notre engagement à leur côté pour leur donner la chance de se développer comme tous les autres enfants. Plus un événement à haute portée sociale qu'une simple distribution, l'honorable Simon, ambassadeur universel de la paix, Mathias Lumbo, chef du corps des ambassadeurs du travail, Emmanuel Tamboué de la jeunesse katangaise, l'intersyndicale du Grand Katanga, ainsi que plus autres orateurs, et les révérends Jean Bosco Kankou se sont succédés au perchoir pour prise de parole. Ils ont tous salué le sacrifice et l'intérêt qu'attache l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana. Les kits scolaires, l'épargne et plusieurs autres biens de valeur, vivres et non-vivres remis par l'ambassadrice universelle de la paix, visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana, c'est plus une donatrice qu'une mère. Je remercie beaucoup la Fondation Calixte Mounana pour tout ce qu'elle fait pour nous pour la rentrée scolaire 2027-2026. Acrostiche, l'œuf sont des cadeaux remis à ceux qui a compris la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nathalie Aziza Mounana anime la vision de Tshisekedi dans le recherche. Il a fait le tour de 6 orphelinats et 3 hospices des vieillards pour assister les personnes vulnérables. Jacques Bwana Mwamba a remis des sacs de farine, de maïs aux veuves et des fournitures scolaires aux orphelins en âge de scolarité. Les finalistes des humanités ont vu leurs frais d'inscription être payés par ce citoyen congolais qui fait du social de tous sa priorité. Des mots émouvants des ce veuves du village Kitoyo, situé à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi. Le geste du député Jacques Bwana à leur égard a touché leur fort intérieur. Un sac de farine de maïs à chacune d'elles avant la réalisation d'autres projets. D'autres bénéficiaires de ces gestes de bienfaisance sont les membres de la Fondation Jacques Banza du village Petro, non loin de la commune annexe, dont le député Jacques Bwana Mwamba est initiateur et président. na sisi tuko pale mpaka vile pole mikono na mikono, donc Mungu atatusaidia tena mpaka vile pamoja. Amen. Je passerai de temps en temps kumiona uko souci
Motivé par la devise de sa fondation qui est « Le social de tous est notre affaire », Jacques Bwana a également songé aux orphelins de Tumaini dans la commune de Roachi et ceux de Maïcha au quartier Luowoshi. Ici, au-delà des vivres, Jacques Bwana a remis les fournitures scolaires et les frais d'inscription pour les finalistes des humanités qui peinaient encore à reprendre le chemin de l'école. Rester proche de la population, surtout celle en détresse, est tout ce que Jacques Bwana Mwamba a pris comme boussole de toutes ses actions. L'hôtel Béatrice a abrité un atelier de restitution et des validations des résultats de l'étude sur la protection des femmes, défenseurs des droits humains. Cet événement s'inscrit dans une démarche cruciale de promotion et de défense des droits fondamentaux des femmes. La présentation d'une application mobile nommée DEFC, Femmes Défenseurs en Sécurité, conçue pour la collecte et le suivi des alertes relatives aux menaces, témoigne de l'innovation technologique mise au service de la protection des femmes. À travers le projet Nakata Ujeri Kwetu, je refuse la violence chez nous. Plusieurs membres engagés de la société civile en collaboration avec de partenaires clés. Cet atelier, auquel ont également participé des officiels et le média, marque une avancée significative dans la lutte contre les violences et les menaces ciblant les femmes actives dans la défense des droits humains. La présentation d'une application mobile nommée DEF, Femmes Défenseurs en Sécurité, conçue pour la collecte et les suivis des alertes relatives aux menaces, témoigne de l'innovation technologique mise au service de la protection des femmes et des filles défenseurs. La coordonnatrice de l'ONG Soti Yamama Mukongomani, Madame Nelly Lumbulumbu, a partagé ses impressions, soulignant l'importance cruciale de ces outils. Après cette étude, nous avons pensé qu'il faudrait mettre une application en place. C'est une application de monitoring des cas de violation des droits des défenseurs, aux droits des défenseurs des droits de l'homme, qui sont surtout les femmes. Nous avons pensé que c'est mieux de pouvoir avoir une application qui en fait touche directement leur situation comme à une sorte de SOS ou qui en fait lorsque vous avez l'information vous pouvez directement relayer et vous avez la possibilité d'avoir une prise en charge. Donc c'est en fait un outil que nous mettons à la disposition de la communauté et nous pensons que la communauté en utilisant cet outil peut aider, n'est-ce pas, à réduire les cas de violence que subissent les femmes défenseurs des droits de l'homme. Cet atelier illustre ainsi l'engagement indéfectible pour la promotion de l'égalité des genres, la sécurité et la reconnaissance des droits humains des femmes, véritables piliers d'une société juste et inclusive. Et puis la 12e réunion du comité national de pilotage Trademark Africa en RDC a adopté son plan d'affaires 2025-2026. Parmi les recommandations, l'on note également la délocalisation des projets se trouvant dans les zones occupées vers Uvira et Baraka dans le sud Kivu. Le plan d'affaires 2025-2026 du programme Trademark Africa en République démocratique du Congo a été adopté à l'unanimité ce mardi 9 septembre à Kinshasa au cours de la 12e réunion du comité national de pilotage pour le programme de cette organisation internationale non gouvernementale qui bénéficie des financements des partenaires au développement dont l'Union européenne, le Pays-Bas et le Canada pour accroître le commerce intra-africain et le commerce de l'Afrique avec le reste du monde. Cette réunion a été présidée par Alain Malata Kafunda, directeur de cabinet du ministre des Finances Doudou Fwamba, président du dit comité, avec à ses côtés Benesset Kiakakala, directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, qui a pris officiellement ses fonctions de vice-président. Plusieurs infrastructures pour faciliter le commerce transfrontalier en République démocratique du Congo ont été construites par Trademark Africa, dont le poste transfrontalier à arrêt unique de Mahagi dans la province d'Elituri. Cette organisation a également financé le projet de la dématérialisation des opérations du guichet unique intégral. C'est ce qu'a fait savoir la directrice générale adjointe en charge du programme de Trademark Africa. Je voudrais saluer encore une fois de plus cette contribution spéciale de TMA, Trademark Africa, en RDC et en particulier pour les secteurs des commerces, des PME, les jeunes, les administrations douanières et fiscales. Et au directeur de cabinet du ministère du Commerce extérieur
supérieur de renchérir. Les projets en pleine exécution sont notamment Mahagi, frontière avec l'Ouganda, que nous allons inaugurer d'ici 2 mois. Il y a le projet Kasindi. Et il y a aussi le projet Aru au niveau de l'Ituri. Au niveau du Sud Kivu, nous avons à peu près 4 projets qui sont en pleine exécution. Nous pensons que nous allons vers Kalemi et Louf aussi. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de cette importante réunion. À l'enseignement supérieur et universitaire, le chef des travaux Joseph Bitumba Masumbuko a soutenu sa thèse à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université pédagogique nationale sur la déviation des ressources humaines et son implication sur la croissance et performance des finances des entreprises du secrétariat public en RDC. L'Université pédagogique nationale, par les biais du département des sciences et gestion de la faculté des sciences économiques et de gestion, a accueilli la soutenance des thèses de M. Joseph Bitumba Masumbuko, candidat au grade des docteurs en sciences économiques et de gestion, devant un jury composé des professeurs chevronnés. L'impétrant a brillamment défendu ses recherches portant sur la déviation des ressources humaines et ses effets sur la croissance et la performance financière des entreprises du secteur public en République démocratique du Congo. Dans un contexte où les entreprises publiques congolaises peinent à atteindre des niveaux de performance satisfaisants, cette thèse s'attelle à examiner comment les pratiques non conformes de gestion des ressources humaines peuvent freiner la croissance organisationnelle et déstabiliser les finances publiques. Notre thèse est venue pour apporter des solutions. Il faut multiplier les contrôles internes. Avec les contrôles internes, on va détecter les poches de ces déviations. Et une fois on détecte les poches de ces déviations, il faut lutter, il faut les combattre. Parce que quand on combat les déviations, on arrive à produire comme il le faut. Et lorsqu'on arrive à la bonne production, le rendement est bon et ce rendement a des répercussions sur la performance et la croissance de nos entreprises. Les chercheurs ont démontré à travers une méthodologie rigoureuse et une enquête sur terrain que la mauvaise gestion des ressources humaines constitue un facteur structurel majeur des contre-performances dans plusieurs entreprises publiques stratégiques. Les jurys présidés par les professeurs Célestin Mbimen et Alaba a salué la pertinence du sujet, la rigueur de l'analyse et la clarté de la présentation. Il a également reconnu l'apport scientifique de cette recherche dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des finances publiques en République démocratique du Congo. À l'issue des délibérations, Joseph Bitumba Masumbuko a été proclamé docteur en sciences économiques et de gestion avec mention grande distinction sous les applaudissements de l'assistance composée de membres du corps académique, d'étudiants, des collègues et des proches. Et au Népal, l'armée a repris le contrôle de la capitale, Katmandou, au lendemain des manifestations populaires dénonçant la corruption des élites et la décision du gouvernement de bloquer les réseaux sociaux. Des émeutes qui ont contraint le Premier ministre à la démission. Les troubles avaient débuté lundi lorsque la police a brutalement réprimé les protestataires. Bilan, 19 morts. On se bat contre la corruption, contre ce gouvernement qui tue. C'est une colère qui a fini par faire tomber les gouvernements. Au fil des mois, la colère de la jeunesse népalaise contre une élite qu'elle juge sourde à ses aspirations et incapable d'accélérer les développements économiques n'a cessé de grandir. À l'origine de ces émeutes ayant fait au moins 19 morts et des centaines de blessés, le blocage par le gouvernement des 26 réseaux sociaux dont Facebook, YouTube et X, une décision qui a sans doute mis le feu aux poudres. Mardi, des groupes de jeunes manifestants réunis sous une bannière Génération Z ont bravé les couvre-feux pour mettre à sac bâtiments publics, résidences des dirigeants politiques et autres symboles du pouvoir, incendiant le Parlement ainsi que les domiciles du Premier ministre démissionnaire Kapé Sharma Oli. Ce pays est le nôtre, celui de la Génération Z. Tous les hommes politiques ont fui, ces politiques sont corrompus et ne travaillent pas. Néanmoins, ce mercredi, on signale la reprise du contrôle des rues de la capitale Katmandou par l'armée népalaise au lendemain d'une journée de violentes émeutes. Rappelant que le gouvernement népalais avait annoncé le jeudi dernier le blocage des réseaux sociaux en application d'un arrêt rendu en 2023 par la Cour suprême exigeant qu'elle nomme un représentant local et une personne chargée de réguler leur contenu. Au-delà des
frontières de cette nation, l'ONU et l'Inde, voisins étroitement liés au Népal, ont appelé à la retenue, tout comme la Chine qui espère voir toutes les parties au Népal en mesure de traiter de manière appropriée les problèmes intérieurs et de rétablir l'ordre social et la stabilité nationale au plus vite. Et pour terminer en football, c'est une défaite qui a attristé toute la République, la défaite des Léopards face au Sénégal. Mais malgré la déception, le sélectionneur congolais a appelé à relever la tête et à continuer à progresser. Sébastien Desabre a dit lors de la conférence de presse d'après-match, je cite, « On est deuxième et on doit y croire jusqu'au bout ». Avec 16 points, après 8 journées, la RDC reste deuxième du groupe B, derrière justement le Sénégal, 18 points. Les deux prochains matchs contre le Togo et le Soudan seront donc décisifs. Oui, c'est sûr que c'est une déception par rapport à la physionomie de la rencontre. C'est dur. C'était un match comme on l'attendait tous, un grand match entre deux belles équipes africaines. Le match a tenu ses promesses. Malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur, malgré le fait qu'on ait eu 2 buts d'écart. Il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match. On a eu beaucoup d'occasions. Le Sénégal également. Mais la réalité, c'est qu'ils ont marqué un but de plus que nous. Donc, il faut féliciter l'adversaire. Nous, regarder ce qui n'a pas marché sur les prochaines rencontres contre le Togo et le Soudan. Continuer notre route de qualification vers la Coupe du Monde parce que ce n'est pas fini. On est deuxième et on doit y croire jusqu'au bout. Non, il faut, comme je l'ai dit, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Vous savez très bien que quand il y a une défaite, on doit déjà regarder le coach. Donc, il faut prendre sa part de responsabilité. On va annuler tout ça. On va analyser tout ça. Après, le rapport de force que nous a imposé le Sénégal nous a fait reculer tout simplement dans ce match. On a commencé le match avec une pointe basse. On est même passé à 2-6 pour pouvoir essayer de récupérer un petit peu plus haut le ballon avec un 10, mais ça n'a pas été. Voilà, c'était des propos de Sébastien Desabre recueillis par Christian Kalonji, le chef d'édition. Place à présent au rappel des titres de ce journal. La RDC a signé 2 mémorandums d'entente avec le Kazakhstan ce mercredi. Félix Tshisekedi y séjourne dans le cadre d'une visite d'État avec une délégation gouvernementale composée notamment de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Mines. C'est un premier rapprochement de ce genre entre les deux pays. Au Népal, le calme est revenu dans la capitale après 2 jours d'émeutes qui ont poussé à la démission le Premier ministre. Les manifestants, des jeunes particulièrement, dénonçaient la corruption et le népotisme de leurs dirigeants ainsi que les restrictions d'accès aux réseaux sociaux. Et en football, le sélectionneur congolais reste optimiste après la défaite de la RDC face au Sénégal. Sébastien Desabre a appelé les Congolais lors de la conférence de presse d'après-match à garder espoir et à y croire jusqu'au bout. Et c'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis particulièrement dans le Grand Katanga. Très bonne suite de programme sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.